Dans la capsule suivante, je décrirai les chaînes faciales centrales associées au diaphragme, c'est-à-dire allant du crâne au bassin. Malgré que les fascias des membres ne seront pas mentionnés, il ne faut pas oublier qu'ils sont eux aussi en continuité avec le reste et peuvent affecter les autres autant qu'ils peuvent être affectés par une adhérence ou dysfonction à distance. Puisque le diaphragme sépare les cavités thoraciques et abdominales, s'il est en dysfonction, il peut autant provoquer une chaîne lésionnelle montante que descendante par l'intermédiaire des fascias qui s'y attachent et affecter ainsi les structures en chemin. Sans plus tarder, voici la chaîne montante. Le fascia endothoracique tapisse toute la face interne de la cage thoracique, donc adhère au périos de la face interne des côtes et aux muscles intercostaux internes. À l'arrière, il se densifie et forme des ligaments pour s'attacher à la colonne vertébrale. Bien sûr, sa partie inférieure recouvre le diaphragme, avec lequel ils ont un lien très solide. Il remonte ensuite pour suivre les courbes du médiastin et forme une lame fibreuse qui s'unit au péricarde. La plèvre est accolée à sa face interne. Le fascia endothoracique adhère directement à la couche externe, qui est la plèvre pariétale, et indirectement à la plèvre viscérale, qui est celle en contact avec les poumons. Imaginez la plèvre comme une balloune dans laquelle on rentre notre poing. Le tissu qui touche notre peau est la viscérale et la couche qui regarde l'extérieur est la pariétale. Entre ces deux couches, donc l'air qui se trouve dans la ballonne, et le liquide pleural qui permet un glissement afin de ne pas nuire à la respiration. C'est alors par l'intermédiaire du fascia endothoracique que les poumons adhèrent à la paroi thoracique. Les fibres de la plèvre pariétale et du fascia endothoracique vont s'unir pour former les ligaments suspenseurs du dôme pleural, le ligament costopleural, le ligament transversopleural et le ligament vertébropleural. Une adhérence du fascia endothoracique ou de la plèvre pourront donc causer une dysfonction costale ou même vertébrale. Avant de poursuivre vers la prochaine section, je veux juste préciser que les muscles et les vaisseaux sanguins ne sont pas présentés dans les images afin de ne pas alourdir le visuel. Les dédoublements des fascias qui entourent les muscles ne seront donc pas présentés. Pour continuer, le fascia endothoracique est suivi par l'aponévrose cervicale moyenne qui couvre la partie antéro-latérale du cou. Elle part au niveau du thorax dans la région de la clavicule et du sternum, là où le fascia endothoracique se termine. Si nous remontons, ces fibres vont aller jusqu'à la thyroïde. Elle envoie aussi des expansions qui vont entourer le paquet vasculaire du cou, c'est-à-dire la carotide primitive, la jugulaire interne et le nerf pneumogastrique. Une dysfonction qui affecte cette aponévrose aura donc beaucoup de conséquences, digestives ou autres, vu l'importance de ce paquet. En remontant, elle se dédouble en lame superficielle pour les muscles sternocléido-hyoïdiens et homoïdiens, puis en une lame profonde pour les thyroïdiens et sternothyroïdiens. Elle se termine sur l'os hyoïde. L'aponévrose cervicale moyenne se situe juste en dessous de l'aponévrose cervicale superficielle, qui elle est la couche la plus externe du fascia, donc s'articule avec la peau. Elle entoure le cou, tel un cache-cou. Elle débute de la ligne courbe occipitale supérieure, suit le bord inférieur de la mandibule, puis se termine au niveau du bord antérieur de la fourche sternale et du manubrium, de la face supérieure de la clavicule, puis du bord postérieur de l'épine de la scapula. Sur tout son chemin, elle se dédouble pour engainer les muscles superficiels antérieurs et postérieurs du cou, en plus des veines et nerfs se trouvant à la surface. L'aponévrose cervicale superficielle va se poursuivre par des fascias du thorax puis du membre supérieur. L'aponévrose cervicale profonde, quant à elle, est la continuité de la partie postérieure du fascia endothoracique et participe donc aussi à la constitution des ligaments suspenseurs du dôme pleural. Elle prend une insertion sur T1 et continue par la suite de remonter en adhérant aux apophyses transverses cervicales. C'est en engainant l'escalène que l'aponévrose cervicale profonde rentre en contact avec les moyennes et superficielles. En plus d'entourer les muscles prévertébraux, elle va aussi se dédoubler pour supporter le plexus cervical et les ganglions cervicaux. Finalement, elle se termine sur l'apophyse basilaire de l'occiput. Des expansions de l'aponévrose cervicale profonde deviennent l'aponévrose péripharyngienne qui va monter et former la gaine viscérale du cou en enveloppant l'œsophage et la trachée, puis la thyroïde avec l'aide de l'aponévrose cervicale moyenne.
Elle va s'attacher à la base du crâne, la face basilaire de l'occiput, puis ainsi à travers d'autres petites aponevroses c'est lié à la dure mère. C'est ce qui conclut la chaîne montante à partir du diaphragme. Maintenant, passons à la chaîne faciale descendante partant du diaphragme. Tout d'abord, il y a le fascia transversalis qui est en continuité directe avec le fascia endothoracique décrit plus tôt, le diaphragme étant un relais entre les deux. En antérolatéral, il s'articule avec la face interne des aponevroses des muscles abdominaux profonds. Sa partie ventrale est donc intimement liée à la ligne blanche. En postérieur, le fascia transversalis se dédouble pour contenir les reins. Il va former un fascia rétro-rénal qui, comme le nom le dit, va passer en arrière du rein, puis adhérer au gros vaisseau et aux vertèbres, ainsi qu'un fascia pré-rénal. Les deux vont se rejoindre en antérolatéral, ce qui va former le sac rénal. Sa partie inférieure repose sur les organes du petit bassin, donc on peut voir le lien gynécologique possible à la suite du dysfonction de cette chaîne. Le transversalis va se terminer sur le fascia iliaca, qui va engainer le psoas et le carré des lombes, puis poursuivre vers le membre inférieur. À la partie interne du fascia transversalis adhère le péritoine, c'est-à-dire le sac contenant la majorité des viscères abdominaux, ou plus précisément le péritoine pariétal, donc comme pour la plèvre, le feuillet péritonéal externe. La partie supérieure s'articule avec le diaphragme, la partie postérieure tapisse la face antérieure des reins par l'intermédiaire du fascia transversalis, de même que la face antérieure qui suit le fascia transversalis. Puis en inférieur, il couvre les viscères extrapéritonéaux, tels que l'utérus chez la femme et la vessie. Comme les poumons, les organes ont été invaginés dans le péritoine. Il y a donc une couche accolée à eux, nommée péritoine viscéral. Ce dernier tapisse donc la face profonde du péritoine pariétal, puis la face externe des viscères intrapéritonéaux, comme l'estomac, la rate et le duodénum, pour ne donner que quelques exemples. Ces derniers sont rattachés à la paroi abdominale par l'intermédiaire de mésos, qui sont l'union des feuillets pariétal et viscéral, à travers lesquels passe l'innervation et la vascularisation des organes. Ils portent des noms différents selon leur localisation. Ceci termine la vidéo. J'espère qu'en mieux visualisant les liens faciaux entre les diaphragmes puis les différentes structures, vous auriez désormais plus de facilité à voir et expliquer les chaînes lésionnelles amenant des dysfonctions à distance.